J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Gabrielle Cluzel. Bonjour Maud. Alors Bonjour aux auditeurs. vous voulez nous parler aujourd'hui d'un extrait de l'émission Envoyé spécial du jeudi 30 novembre qui a rencontré un vif succès sur les réseaux sociaux. Oui, ce numéro d'envoyé spécial était consacré aux émeutes de juin dernier, que les auditeurs de Radio Courtoisie n'ont sans doute pas oublié. Et avec une étude de cas, la petite ville de Montargis, dans le Loiret, 15 000 habitants, qui avec son commissariat, sa mairie et sa rue commerçante saccagée et incendiée, on se souvient aussi d'une pharmacie assez emblématique, est devenu, je cite, l'un des symboles de ces violences urbaines sans précédent, des violences dont on nous explique dans cette émission qu'elles ont profondément marqué la ville. Alors parmi les personnes interrogées, un chef d'entreprise, Cédric Gallino, qui habite une maison en centre-ville. Oui, c'est ce petit extrait qui a fait beaucoup réagir. Des émeutiers, dans la nuit du 29 juin, sont entrés chez lui. Alors, dans le reportage, il explique être descendu de l'étage où il était couché, prenant la précaution de se saisir au passage d'une épée médiévale, je cite, très lourde mais peu tranchante, datant de cours d'escrime de sa jeunesse. Et donc, muni de cette arme d'un autre âge, il a réussi à faire fuir les intrus. Il a passé ensuite la nuit à monter la garde chez lui avec ses deux fils de 15 et 13 ans et d'un neveu, chacun muni d'une épée médiévale elle aussi. Alors, quand on lui fait remarquer qu'il aurait pu tuer ou blesser l'un de ses cobriolaires, il rétorque façon Audiard que dans la rubrique faits divers, il préfère être le mec qui bute un, je le cite, ce n'est pas de moi, qui bute un salopard pour se défendre que le mec qu'on enterre avec une petite marche blanche parce que le pauvre, il s'est fait agresser par des racailles. Alors, à la question, vous êtes fait justice vous-même, il répond en invoquant l'article 122.6 du Code pénal. Non, dit-il, il faut juste se défendre, c'est prévu dans le droit. D'ailleurs, ni la police ni la justice ne sont venus lui demander des comptes ni lui chercher des poux dans la tête. Je défendais ma femme, je défendais mes enfants, je défendais ma maison, conclut-il tranquillement. Ces réponses, sans détour, simples et sereines, ont réjoui les réseaux sociaux, comme si cette incarnation d'une France bien élevée relevant enfin la tête redonnait espoir. Et la séquence se diffuse très vite sur les réseaux sociaux. Alors vous avez joint ce père de famille par téléphone et il vous a dit être étonné mais heureux des réactions positives que son témoignage suscite. Oui, j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Il m'a donné quelques détails d'ailleurs que je peux vous livrer. Il se souvient très bien de cette soirée. Quand à minuit, il entend du bruit, il pense au départ à la sortie d'un concert, parce qu'il habite près d'une petite place très animée. D'autant que Montargis est réputé être calme. Mais il dit aussi que Montargis est réputé être calme, mais que quand même, depuis quelques années, comme beaucoup d'autres villes, elle change de physionomie. Mais soudain, des vibrations anormales l'alertent. Et il se rend compte qu'il y a un attroupement en bas et des gens sont en train de défoncer, des émeutiers, des délinquants sont en train de défoncer son portail. Il demande à son épouse d'appeler la police et c'est en caleçon qu'il descend. Donc, vous imaginez le spectacle lui-même en riant, en le racontant. Il avait son épée médiévale à la main et il était en caleçon. Je précise qu'il a une grande barbe. Ce spectacle n'a sans doute pas été pour rien dans l'angoisse suscitée auprès des assaillants. Alors, cette jeune, il me parle de cette, je crois, oui, jeune originaire d'Afrique subsaharienne, est en train de faire démarrer sa Tesla, sur laquelle il a laissé sa carte. N'arrivant pas à maîtriser le véhicule qui est nerveux, ils enfoncent le Porsche 18e qui est en face d'eux. Et ça, c'est ce que Cédric Gallino déplore le plus. Parce qu'il nous dit, c'est vrai qu'on me l'avait confié, ce Porsche, et finalement, j'ai pas été capable de le protéger alors qu'il avait traversé les siècles. Et comme la vitre conducteur était à moitié ouverte, il nous explique qu'il fume, donc il laisse sa vitre à moitié ouverte, eh bien, Cédric peut faire passer son épée. Les intrus prennent peur, ils se bousculent pour fuir de l'autre côté. Comme ils ont tout cassé, ils sont obligés de passer sur le capot et d'y laisser donc leurs empreintes. C'est sur ces traces que le père de famille compte pour l'enquête.
Alors, le portail étant défoncé, impossible de le fermer et la police, que sa femme a appelée, très occupée par les émeutes, a d'ores et déjà annoncé ne pas pouvoir venir avant plusieurs heures. Donc, il faut bien monter la garde et de ce fait, on l'a dit, il s'organise avec les enfants. Alors, pour l'anecdote, au milieu de la nuit, un trentenaire, africain lui aussi, qui passe par là, accompagné d'un ami qui lui dit être lui originaire du Maghreb, lui propose de l'aide pour bloquer son entrée de façon à pouvoir la rendre hermétique. Tous trois finissent par y parvenir. Il a noté que durant cette nuit d'émeute, il y avait beaucoup de circulation dans la ville, essentiellement issue de la diversité, comme on dit, mais de trois types différents, facilement identifiables. Alors, des émeutiers clairement organisés, des délinquants d'opportunité venus pour piller et voler, et puis des curieux déplorant la situation. Alors, ces agresseurs n'ont pour le moment pas été arrêtés. Est-il inquiet? Alors, il dit qu'il n'est pas vraiment inquiet, même si ceux-ci l'ont menacé de le retrouver, ce qui est un peu cocasse. D'ailleurs, il le dit dans l'émission. Moi, il m'a dit simplement quels abrutis, évidemment, qu'ils connaissent mon adresse puisqu'ils sont venus chez moi. Il le dit de façon encore plus verte sur si j'ose dire, sur le petit reportage. Il veut continuer à vivre normalement. Il nous explique que les premiers temps, leurs enfants sont allés se mettre au vert, puis ils sont revenus. Et alors, ils vivent normalement, oui, mais en anticipant et en s'organisant. Et ces épées médiévales, la prochaine fois, ne suffiront peut-être pas. C'est cette nécessité de s'organiser, ressentie par nombre de pères de famille comme lui, qui signe la bascule d'un État devenu incapable de protéger ses administrés. Merci Gabriel Cluzel. Un petit mot peut-être sur cette insécurité qui englobe à la fois la petite délinquance et, comme on l'a vu récemment, comme on le voit régulièrement d'ailleurs, le terrorisme. Avez-vous le sentiment que la société française, enfin vous venez de le dire en fait, est arrivée à un point de bascule avec ces Français qui ont de plus en plus tendance à se faire justice eux-mêmes et donc à s'armer? Oui, c'est ce qui devrait du reste alerter ceux qui nous gouvernent, et c'est un glissement assez logique puisque au fil des siècles, délégation a été faite à l'état de la violence légitime. Hein. Les Français et d'autres ont dit à travers le monde, en Occident, on dit bah, écoutez, vous assurez la justice et nous ne nous en mêlons plus, nous ne faisons pas justice nous-mêmes. À partir du moment où l'État n'assure plus cette justice, il est assez logique qu'un certain nombre de nos concitoyens se disent avec moi, je vais prendre mes dispositions pour protéger ma famille. Ça, c'est les inscriptions, par exemple, dans les clubs de tir devraient alerter. Ce sont des signaux, mais apparemment, l'État ne semble pas en prendre toute la mesure. Est-ce que vous avez le sentiment que aujourd'hui la délinquance existe de moins en moins, qu'aujourd'hui tout devient systématiquement criminel? En tout cas, c'est ce que nous disent les faits divers, les gros titres. Enfin, les gros titres pas forcément d'ailleurs, mais... Non, je ne sais pas. Je pense qu'il reste une petite délinquance, mais il y a, ce qui est certain, c'est qu'il y a une hybridation entre la délinquance, par exemple, et le terrorisme. Donc, il y a une hybridation entre les motifs crapuleux et les motifs idéologiques. Néanmoins, j'ai fait un entretien récemment avec Thibault de Montbrial sur Boulevard Voltaire, et il m'expliquait nous n'étions pas encore arrivés au stade, et ce stade sera vraiment critique, où, par exemple, les trafiquants de drogue que l'on sait armés de Kalachnikov prêtent leurs armes munis d'armes à feu, prêtent leurs armes à des petits délinquants. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques au couteau, mais les armes à feu sont plus rares. Donc, il n'y a pas encore eu une hybridation complète. Et quand on en sera arrivé là, de fait, il y aura lieu de vraiment être très, très inquiet. Un petit mot rapidement sur le passage de Jordan Florentin, votre journaliste sur CNews hier, qui s'est fait accuser d'avoir trafiqué des images, un reportage à Crépol, justement, où Jordan Florentin interrogeait un ami de Thomas. Qu'est-ce qui s'est passé ? De quoi vous accuse-t-on exactement ? Oui, de fait, Jordan Florentin est passé hier sur le Morandini Live. Il a été interrogé sur un reportage qu'il avait fait à Crépol, sur la marche blanche de Crépol. Il avait alors interrogé un ami de Thomas qui avait dit que lui-même avait été témoin de mots relatif au racisme anti-blanc. Il était assez affirmatif. Donc, cet extrait a été diffusé sur le Morandini Live, mais
un des journalistes qui était présent sur place, et c'est ce qui nous a beaucoup choqués, a contesté. Alors, c'était pas du tout étayé, d'ailleurs, c'était amusant pour un journaliste qui prétend donner des leçons. C'était une réflexion absolument non étayée, mais il grommelait en disant oui, enfin, boulevard Voltaire. Et ce qui nous a beaucoup choqué, c'est qu'il avait l'air de prétendre que le reportage était truqué. Alors évidemment, Jordan Florentin lui a transmis les images brutes. Et c'est vrai que c'est assez désolant de voir que nos médias doivent se battre pour faire montre de leur honnêteté, de leur crédibilité. Merci Gabrielle Cluzel, je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure.